les gens, à la sortie de ChatGPT, ils ont eu ChatGPT, ils ont probablement posé des questions, je sais pas, les patrons des grosses entreprises sur leurs entreprises, ils ont vu que c'était pas toujours à jour, c'était pas toujours correct, mais qu'il y avait quelque chose. C'est presque un piège, parce que finalement, un chatbot d'entreprise fonctionne pas comme ChatGPT. ChatGPT, tu vas discuter avec lui. Donc en fait, tout le sujet, ça va être de faire un travail en amont dans la gestion des sources. Et donc en fait, il y a l'étape d'ingestion, l'étape au moment de retrouver le document, d'être capable de retrouver les bons documents, et au moment de l'augmented generation, c'est-à-dire au moment là où il y a le document qui doit répondre. Toutes ces étapes, il faut qu'on fasse en sorte et qu'on utilise notre expertise pour faire en sorte que le modèle comprenne correctement les sources. Les clients ne veulent pas, ils ont raison qu'on utilise leurs données pour entraîner un modèle qui serait utilisé ailleurs. Il faut générer des données artificielles autour des faiblesses qu'on a découvertes pour affiner le modèle dans des aspects plus spécifiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien, CTO et cofondateur de HelloBrain. Bonjour Adrien. Déjà, merci pour l'accueil et bonjour. C'est un plaisir d'être ici. Trop bien. Merci d'être là. Écoute, avec toi, on va aborder plein de sujets hyper intéressants. T'es fondateur d'une startup qui est en plein boom, qui propose des solutions qui sont au cœur en fait des préoccupations, je pense, des entreprises. L'idée, c'est que tu m'expliques un petit peu avant de rentrer dans ton parcours et ce que tu as fait et les motivations derrière HelloBrain. Petite question brise-glace, qu'est-ce que toi, t'aurais aimé faire petit comme métier? Alors, je sais pas si j'avais un métier exact que je voulais faire petit, mais je sais que j'avais déjà des centres d'intérêt qui finalement sont assez liés à ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'aimais beaucoup les jeux de construction où j'aimais démonter les voitures télécommandées pour voir comment ça marche. Donc, j'avais un peu cet intérêt pour le fonctionnement des objets, disons. Ouais. Et par la suite, j'ai rapidement aussi commencé à coder. Enfin, rapidement, c'est un grand mot, mais vers 12 ans, dès que j'ai eu mon premier ordinateur, j'essayais de coder. Au début, c'était pour créer des jeux vidéo. Assez tôt, quand même. Ouais, assez tôt. Après, je veux pas du tout passer pour le génie qui a commencé à coder tôt. C'était vraiment des trucs très basiques avec si dis bonjour, alors dire quel est ton prénom, et si tu dis prénom, dire bonjour Adrien, etc., etc. Donc, c'était vraiment très basique. Déjà dans le conversationnel, alors. C'est vrai. Maintenant que tu me le dis, j'avais même pas pensé. Intéressant. Mais finalement assez tôt commencé à coder. Après, j'ai eu quelques occasions de faire un site internet. Donc, il n'y avait pas vraiment une ambition, enfin, un métier spécifique en tête. Je suis pas celui qui voulait devenir pompier depuis très jeune, mais finalement, ça tournait autour de l'ingénierie, l'envie de créer des choses, l'envie de faire des choses. Okay. Donc, au final, c'était assez lié à la fois à l'entrepreneuriat, là où tu crées une entreprise, et l'ingénierie, là où tu crées des choses. Avec ce côté aussi qui m'intéresse. Je suis pas très patient, donc d'avoir un résultat direct avec l'informatique, c'est pratique. Ok, top. Donc, l'envie de construire des choses assez jeune et donc on va parler un peu de ton parcours maintenant. Comment en fait avant d'être fondateur d'HelloBrain, qu'est-ce que tu as fait au préalable, ton parcours académique? Si tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à la data science, à la data, à l'IA? Parfait. Donc j'ai commencé assez classiquement bac S, ça, comme je pense que tous les gens de notre profession et notre milieu, et ensuite j'ai enchaîné sur des études à l'étranger, à Londres. Okay. Normalement, j'aurais été plutôt voué à la prépa scientifique, mais j'avais cette opportunité qui s'offrait à moi. J'avais des gens que je connaissais qui étaient partis faire l'université à l'étranger à Londres. Et du coup, c'était une bonne occasion. J'ai fait 4 ans de mathématiques et physique. Okay. Donc, c'était assez intéressant. C'est toujours l'intérêt des études. J'ai l'impression que c'est plutôt d'apprendre à penser que d'apprendre un métier. Et là-dessus, c'était très intéressant. Ensuite, d'un point de vue académique, je suis rentré en France et j'ai fait un master spécialisé double diplôme Polytechnique HEC en Data Science for Business, pour ceux qui connaissent. Et là, ça m'a appris tout ce qui était autour de la data, du machine learning. Donc, ça m'a appris ce secteur que je connaissais pas du tout. En parallèle de mes études, quand j'étais à Londres, j'ai fait un stage dans une start-up qui s'appelait Clap, qui faisait du montage vidéo automatisé. Okay. Et ça, comme je te disais, j'avais commencé à coder quand j'étais petit, mais ça m'a vraiment, je pense, appris le métier plus autour de développeur, de mettre de la rigueur, de tester son code, des choses. Bon, quand tu fais une application conversationnelle, comme tu disais, là où tu dis bonjour, comment tu t'appelles rien, tu fais pas de unit test, ça te parle pas du tout. J'ai aucune formalisation de ce que j'apprenais, c'est vraiment que sur Internet. Et là, ça me permettait d'avoir en quelque sorte un mentor qui me formait là-dessus. Donc c'était une très bonne expérience. Et pendant mon master spécialisé Polytechnique HEC, j'ai fait un stage de césure chez Capgemini Invent, là où j'ai rencontré justement mon cofondateur Zied. Et c'est après ça qu'on s'est lancé. Donc pour l'anecdote, on était à Vivatech, on se baladait dans les stands. Ouais. On travaillait justement sur un sujet qui était autour de l'analyse des verbatim clients. Et en se baladant dans les stands, on allait voir les entreprises qui récoltaient les avis des clients et leur demandait combien ils ont de retours. Ils avaient 3%, 2%. On se dit, mais on fait des analyses sur des verbatim, mais il n'y a pas de verbatim. Donc, c'est pas très intéressant. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas lancer Hello Review à l'époque, qui est la récolte d'avis vocaux pour
les clients pour que les clients puissent partager leur expérience aux entreprises. Okay. Et donc il y avait 2 défis technologiques là-dessus qui étaient assez intéressants. Il y avait le défi du speech to text, donc transformer la voix en texte. Là, on est en quelle année, juste pour resituer? Ouais, c'est vrai. On est je pense que quand on avait commencé à avoir l'idée, on a lancé la boîte en 2020. L'idée, on a dû commencer à l'évoquer autour de 2019, 2018, avant de se lancer vraiment. Mais déjà, du coup, il fallait donc la technologie de speech to text qui commençait à émerger, qui commençait à être performante. Mais il y a un autre sujet qu'il faut pas négliger non plus, c'est le sujet de l'analyse sémantique, parce que si les entreprises avaient des questionnaires aussi à rallonge auxquels les gens ne répondaient pas, mais qui étaient très structurés, c'était aussi pour avoir des insights sur des sujets précis. Et ce que permettait pas l'analyse de texte à l'époque. Donc en fait, si on dit on vous donne des audios, bon déjà il faut les transcrire parce qu'il faut que ce soit du texte. Et ensuite si on lui dit on vous donne du texte, non, il faut leur dire le client a aimé ça, il n'a pas aimé ça. Et déjà dès le début de la boîte, on a vraiment cherché à avoir des technologies qui demandaient pas trop de supervision et qui permettaient au métier d'assez facilement définir des sujets et de donner une analyse assez performante. Donc de pas prédéfinir des catégories de réponses. Exactement. Dans lesquelles il faudrait ce qui m'a dérangé, c'était le service client, c'était la durée de la réponse que j'ai obtenue, ce genre de choses, que ce soit inféré directement de la donnée. Exactement. Alors parfois il fallait le définir quand même, mais c'était du semi-supervisé. Okay. C'était vraiment le métier définissait des sujets avec quelques mots-clés, et nous de ces sujets et quelques mots-clés on découpait l'avis une fois retranscrit en disant le client il a aimé ça à partir de ce texte-là, le client a pas aimé ça à partir de ce texte-là, et après on faisait un dashboard qui permettait au métier de retrouver ce à quoi ils s'attendaient avant avec leur questionnaire classique, et même mieux parce qu'il y avait plus de contenu. Ok, donc l'idée a émergé à Vivatech, et avec Zied, vous vous êtes dit, en fait, il y a quelque chose à construire ici. Exactement. Et c'est comme ça que l'histoire est partie. Est-ce que, pour revenir un petit peu sur ton expérience à Londres, est-ce que, je sais pas, la culture britannique ou anglo-saxonne t'a un peu préparé à l'entrepreneuriat, parce que finalement, t'as fondé assez jeune, en fait, la société, ou est-ce que t'avais déjà, en fait, en toi cette envie bien avant, et que finalement, même le stage que tu as fait en start-up était de te préparer déjà à ça, ou est-ce que c'est né un peu aussi lié à la culture anglo-saxonne? Je pense que assez naïvement, j'ai un peu toujours eu ça sans que ce soit très concret. Après les stages, ce stage en start-up, ça m'a un peu conforté là-dessus, et paradoxalement, le stage en entreprise chez Capgemini, ça m'a conforté, non pas que ça s'était très bien passé, mais juste dans cette envie un peu plus d'être impliqué dans ce que je voulais faire, d'avoir le contrôle un peu de ce que je faisais et de ce qui allait marcher, aussi de ce qui allait pas marcher, d'être face au risque. Mais la culture anglo-saxonne, assez paradoxalement, c'est assez marrant parce que quand tu es dans une université anglaise, tu n'arrives plus à comprendre qu'il y a d'autres métiers que le conseil ou la banque. Donc vraiment, à la fin, c'est presque difficile. Tu vois les gens autour de toi, bon, moi, je sais pas si je vais présenter un stage dans telle firme de consulting ou dans telle firme de finance. Et à la fin, tu en arrives à penser qu'il y a que 2 métiers sur Terre, la finance et le consulting. Donc c'est presque paradoxalement difficile des fois de sortir un peu de ce cadre une fois que tu as été dans une université. Donc pas si différent finalement que les grandes écoles. Finalement, oui, c'est vrai que j'ai pas fait les écoles en France ici, mais je pense que c'est assez similaire aussi. Intéressant. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer là en quelques mots la mission d'AlloBrain, ce que vous faites, les problèmes que vous essayez de résoudre? Donc nous, notre mission, c'est un peu d'utiliser l'IA pour humaniser et améliorer les relations clients des grosses entreprises. Les grosses entreprises, ils ont énormément de clients, souvent énormément d'appels, d'interactions, de feedback, etc., etc. Et des fois, il y a un côté soit de la perte d'humanisation, là où en fait pour des questions simples, parfois les gens n'ont pas de réponse, ils attendent 10 minutes au téléphone pour pas avoir de réponse. Soit même une quantité d'informations qui est pas utilisée, ou même quand tu as des questionnaires et que tu demandes est-ce que vous êtes content pour ça, oui, non, et que tu as un dashboard, c'est pas très humain, le métier comprend pas, c'est pas parce qu'il y a un trait rouge pour dire voilà, les clients sont pas contents de ça que tu vas faire quelque chose. Nous, ce qu'on essaie vraiment, c'est d'utiliser l'IA pour avoir une analyse déjà profonde de ce que les gens disent, que les gens soient écoutés finalement. Bien sûr. Parce que si t'es pas capable d'analyser exactement ce que te disent tes clients dans le détail, il y a des choses desquelles tu passes à côté, et parfois un avis peut être impactant. Ça peut être parfois des avis, ça peut être parfois des problèmes rencontrés. Je sais pas, j'ai été dans telle chaîne alimentaire, les produits étaient périmés, il faut que tu le saches. Ou ça peut même être un avis pertinent qui est pas dit par beaucoup de monde. Donc nous, ce qu'on permet, c'est vraiment indirectement de donner la voix à tous les clients. Comme on remonte les sujets de façon non supervisée, c'est l'IA qui va remonter les sujets. Tout ce qui est pertinent remonte. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, en fait, de l'extérieur, on pourrait penser que la valeur, c'est plutôt en fait le volume d'analyse, parce que automatisation, IA qui apporte en fait cette automatisation, mais il y a aussi le fait, ce que tu dis, en fait, de pouvoir. Il y a un avis qui peut être déterminant, comme tu dis sur les produits périmés, que le fait d'avoir des catégories prédéfinies
nous garantit pas en fait de capturer ce genre d'avis, et que c'est pas uniquement la promesse de volume d'automatisation et d'efficacité opérationnelle, c'est aussi spotter des choses qu'on n'aurait pas spottées autrement. Exactement. En fait, c'est ce qu'on aime aussi, c'est qu'on a toujours tendance à penser que l'IA, ça va déshumaniser, mais nous, on pense que c'est un peu l'inverse, ça va humaniser, parce que comme tu dis, il y a des sujets qu'on n'a pas anticipés qui intéressent l'entreprise, et même globalement, je sais pas si ça a une valeur ajoutée énorme et un plaisir énorme pour un conseiller d'aller répondre au téléphone 10 fois à la même question, alors qu'en fait on pourrait répondre automatiquement de façon humanisée pareil, parce que l'IA générative propose aussi d'humaniser l'interaction. Et donc ouais, paradoxalement, c'est pas que du volume, de la masse et on voit rien. Même sur nos dashboards, nous ce qu'on aime bien faire et qui marche de plus en plus avec nos clients d'analyse sémantique, c'est de faire tu peux interagir par chat avec notre dashboard ou même avoir un résumé un peu automatisé fait par l'IA, et on compte vraiment sur le fait de remonter même les avis qui ont été donnés pour ce sujet. Donc l'IA va prendre, il va voir que ce sujet remonte beaucoup ou que ce sujet est intéressant. Et il va pas juste dire les clients pensent qu'il y a beaucoup d'attentes. Il va dire la dernière fois que j'ai été chez marque X, j'ai attendu 1 heure au téléphone, et ça c'est hyper important parce que des fois ça va aller vers des équipes un peu opérationnelles qui ont pas forcément le contact avec le client, et ça donne un contact indirect avec le client parce qu'ils peuvent pas dire mais l'IA a pas bien analysé ou je sais pas d'où ça vient. Non, le client a dit ça exactement de cette façon-là. Alors c'est un avis parmi d'autres, mais ça représente ce que disent les autres personnes. Ok. Et tu l'as dit, la boîte, en tout cas l'idée a commencé à émerger en 2019, donc on n'avait pas forcément accès à des technos comme les LLM, en tout cas en termes de maturité, même s'il y avait des modèles de langage. Est-ce que comment vous avez construit et à quel point le produit finalement a shifté par rapport justement à l'émergence de ces modèles fin 2022? Alors je dirais qu'il y a eu 2 shifts. Il y a eu un peu le shift au début on s'est lancé un peu dans l'entrepreneuriat avec cette idée-là, et sans forcément faire une étude de marché, du besoin, du ROI, et on s'est confronté au cas là où on présentait nos solutions, les gens disaient que c'était génial, les avis vocaux c'était l'avenir, mais finalement ça mettait du temps à signer, on se retrouvait avec les directions innovation, c'était pas forcément ce qu'on aurait voulu, parce que nous ce qu'on veut c'est faire un produit à impact direct, les gens ils sont engagés. Et au début, c'était intéressant, mais on n'avait pas forcément le ROI dessus. Donc petit à petit, on a exposé notre technologie au marché, et on a vu que notre technologie, avant même les LLM, pouvait s'appliquer à d'autres cas d'usage. Donc notamment au callbot, on fait du vocal, on fait de l'analyse la moins supervisée possible, la plus facile à configurer possible. C'était très pratique. On a commencé avec Aéroport de Paris. Ils avaient un sujet pendant le Covid là où il y a beaucoup d'appels qui concernaient des sujets assez similaires qui revenaient. Donc on construisait une base de questions-réponses de façon très classique. On transcrit l'audio, on match ce qu'a dit la personne avec une question existante, et du coup on donne la réponse. Finalement c'était des technologies assez similaires avec celles avec lesquelles on travaillait, et du coup on s'était étalé pareil. Comme on faisait au début, c'était un seul produit, tu récoltes un avis vocal, il est analysé, t'as un dashboard. Bon, on peut aussi faire l'analyse sans forcément faire la récolte de l'avis, et à la place de l'avis tu peux mettre un appel. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient savoir qu'est-ce que disent leurs clients au téléphone. Il y avait un ROI beaucoup plus clair de dire il y a telle opportunité de vente qui est manquée parce que X ou Y. Et donc on s'est étalé justement sur différents produits. Donc ça, disons que c'est la première transition, mais donc ça c'était plutôt une transition interne, disons. Ça fait partie de l'expérience entrepreneuriale, ce qu'on appelle un pivot en général. Je sais pas si c'est un pivot, nous c'était plus un élargissement de notre offre. Et après très rapidement, nous comme on était sur ces domaines, on commençait à avoir des callbots, des analyses sémantiques, et qu'on a vu, en étant connaisseur, disons, du secteur, on a vu l'arrivée des LLM un peu avant, peut-être 1 an avant l'arrivée de ChatGPT, qui a été l'arrivée grand public. Et ça nous a permis de tester des choses. Donc c'était à la fois des callbots démo full LLM, parce que c'était un peu tôt pour avoir des callbots en IA génératif pour des entreprises, ou alors des briques qu'on rajoutait aux appels existants. Par exemple, sur un callbot classique, moi je disais on a une base de questions-réponses, mais c'est pas dit que l'appelant pose la question clairement. Des fois l'appelant, je sais pas, pour l'aéroport, pour les objets trouvés ou un objet perdu, il va dire objet, parce qu'il sait pas trop comment gérer. Il a l'habitude des bots un peu mécaniques, donc il a pas l'expérience. Et donc on pouvait mettre un peu d'IA génératif pour lui demander d'affiner la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par objet, par exemple. Et ça c'était assez cadré pour se permettre de mettre de l'IA génératif assez tôt. Ça c'est un bon point, c'est que effectivement il y a peut-être cet usage historique des callbots où on sait, même si les utilisateurs sont pas forcément au fait de la technologie, mais que t'as cette idée de classifier l'intention, et qu'en fait
l'IA, en tout cas la machine derrière, attend des mots un peu clés. Exactement. Ce qui est pas forcément aujourd'hui le cas, ou en tout cas ce qui est beaucoup plus flexible aujourd'hui. Est-ce que il y a une question là qui me vient sur la partie le fait de créer une boîte sans avoir tu le diras un peu sûrement après, on en parlera, mais vous êtes autofinancé aujourd'hui. Exactement. Donc ça aussi, c'est super intéressant de voir comment vous avez structuré votre croissance et d'être vraiment dépendant en fait de clients pour la pérennité de la boîte. Sans données, c'est une boîte data, vous faites de l'IA, etc. Ouais. Sans données clients, comment vous avez ou est-ce que ça a été un enjeu ou pas d'ailleurs de se rendre compte que en fait les modèles que vous avez construits et les applications finalement en termes de typologie de données ou de distribution d'infos, on est différente entre ce que vous aviez dans le produit et dans le proto versus les premiers clients que vous avez rencontrés. Alors ça c'est intéressant. Nous, on a beaucoup travaillé avec nos clients aussi. Donc on venait avec au tout début, on avait des produits qui fonctionnaient, mais qu'on a amélioré avec nos clients. Et du coup, comme tu le dis, ça permettait d'avoir les bonnes données pour tester, etc., etc. On n'a pas, quand t'es autofinancé, t'as pas le temps de te poser, mettre une équipe de personnes et dire voilà, vous allez me développer un modèle qui fonctionne et c'est ça qu'on va présenter. Donc t'es obligé de travailler avec tes clients et de façon efficace aussi, parce que tes clients aussi attendent la livraison. Et du coup, on n'a pas eu ce problème-là. L'autre aussi réponse que je peux donner, c'est qu'on a toujours eu une approche, là, on essayait de trouver des solutions là où l'humain a un peu le contrôle de ce que fait l'IA et de décorréler un maximum du besoin des données spécifiques du client pour entraîner. Donc on a pu parfois, par exemple, je sais pas, quand c'est de l'analyse d'avis, on a pu scraper des données Trustpilot et s'en inspirer et du coup entraîner nos modèles ou améliorer nos modèles secteur par secteur ou tester nos approches. Mais finalement, ça restait très contrôlable ce qu'on fait. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de vraiment mettre en valeur. C'est qu'on veut pas un IA qui va deviner tout pour l'humain. On essaie vraiment de diviser ce que l'humain doit faire, le métier doit faire et ce que l'IA doit faire. Si je peux donner un exemple et comme ça permet aussi de parler de l'application aussi de l'IA générative dans l'analyse sémantique finalement, parce que on n'y pense pas, mais même dans des sujets aussi en apparence d'ailleurs, vraiment en apparence simple que l'analyse sémantique. Tu peux discuter avec certains prospects ou certaines personnes qui sont un peu moins dans le domaine de l'IA, ils disent l'analyse sémantique c'est réglé, il y a plus de soucis. Pourtant on voit que on a des nouveaux clients qui ont changé de solution parce que les analyses sémantiques de l'époque étaient moins pertinentes que celles qu'on peut faire aujourd'hui. Et ce que ça permet l'IA génératif là-dedans, c'est que ça permet non seulement d'avoir une partie complètement non supervisée, là où l'IA va juste lister tous les sujets, nous on appelle ça des sujets élémentaires, mais tous les sujets basiques qui sont évoqués par le client. Donc vraiment, si un client dit, je sais pas, il y a une rupture de stock sur les glaces à la vanille, on remonte un sujet rupture de stock sur les glaces. Donc ça, on considère que l'IA peut décider de déterminer tous les sujets. Mais par contre, le métier, je pense que ça reste important que le métier décide ce qu'il veut suivre d'un côté, où est ses graphes à lui. Donc on divise vraiment cet aspect là où l'IA peut trouver des sujets basiques et après le métier trouve les grands blocs là où il veut ranger ses sujets. L'IA peut en proposer bien évidemment, mais c'est toujours le métier qui a le contrôle sur la liste de ses sujets pour qu'il suive de la façon la plus optimale pour lui. Et ce qu'on lui demande maintenant, à l'époque c'était des mots-clés, maintenant c'est de décrire le sujet exactement. Donc les promotions, pour moi une promotion c'est ça, c'est pas ça, et avec des exemples. Et du coup, le travail est vraiment minimum entre ce que fait le métier et ce que fait l'IA. Donc vous avez finalement un socle qui finalement lui est un peu agnostique du client, qui va faire une première lame, qui va passer une première analyse sur l'ensemble des sujets qui sont traités et faire les liens peut-être entre un avis au sens polarisant du terme, sentiment, etc. et des sujets. Et ces sujets-là sont pas prédéfinis. Et après, il y a une couche plus métier qui, lui, est client spécifique où, en fait, ils vont définir quel sujet suivre et avec quel niveau de granularité. Exactement. Et donc, on s'arrange ces petits sujets dans ces gros sujets. Et d'un point de vue, disons, entraînement IA et spécialisation de l'IA, on fait pas une spécialisation par client, mais on va faire une spécialisation plutôt par secteur. On va affiner par client. Et ce qu'on essaye de faire, du coup, de ce point de vue-là, c'est qu'on sait très bien que les clients ne veulent pas, et ils ont raison qu'on utilise leurs données pour entraîner un modèle qui sera utilisé ailleurs. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un peu là où le modèle a des faiblesses du fait d'un secteur spécifique. Et on va générer ça c'est aussi l'avantage de l'IA générative, c'est qu'on peut générer des données artificielles autour des faiblesses qu'on a découvertes pour affiner le modèle dans des aspects plus spécifiques. Mais donc, en général, sans qu'on utilise directement ces données pour entraîner un modèle, chaque client nous permet d'avoir un modèle un peu meilleur sur tous les secteurs. Ok. Et pour aller plus loin dans cette partie d'évaluation, qu'est-ce que vous cherchez à évaluer exactement si on se place dans un cadre data science?
Qu'est-ce que vous cherchez à évaluer? Quelles sont les métriques, les validations que vous mettez en place? C'est hyper intéressant parce qu'à la fois sur l'analyse sémantique, c'est assez original et à la fois sur les chatbots et callbots, c'est assez original aussi parce que du fait que c'est l'IA génératif, c'est plus comme avant. Ouais. Sur l'analyse sémantique, on pourrait se dire que classiquement, on va prendre des avis, on va mettre un sujet ou des sujets face à un avis et qu'après on va tester que les sujets soient les mêmes. Ouais. Sauf que ce qu'on réalise, c'est que ça marche pour des datasets public de démos, là où on a, je sais pas, les datasets Amazon, les trucs positifs, négatifs, ou alors sur les news, sport, exactement. politique, Voilà, c'est un peu caricatural, honnêtement. Je pense que la majorité des modèles sont capables très facilement de résoudre ces problèmes. Mais nous, on est plus sur du sentiment humain, en fait. L'humain, il veut avoir un dashboard d'analyse. Et finalement, il veut que quand il définit des sujets, il veut retrouver ce qu'il voulait voir finalement. Ouais. Donc nous, on est plutôt sur des métriques de validation, à quel point c'est validé ou corrigé par l'humain, et un peu de la calibration finalement, et à quel point le nombre de fois où la calibration est nécessaire réduit dans le temps. C'est plutôt ça un peu nos métriques. Donc même sur cet aspect classique de l'analyse sémantique, on peut trouver de l'originalité. Et ensuite, sur les callbots et chatbots en IA génératif, là, le sujet devient un vaste sujet. Alors qu'avant, ça revenait de la classification, mais indirectement. Là, maintenant, on a une question qui peut générer une infinité de réponses possibles. Parce que même pour dire la même chose, on peut le dire d'une infinité de façons possibles. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on doit aller vers des sujets d'évaluation via des LLM. Donc, il y a ce qu'on appelle les LLM as a judge. On prend des modèles les plus puissants possibles et on met la réponse trouvée et la réponse espérée, la ground truth. Et on demande au modèle de dire à quel point la réponse donnée est similaire à ground truth. Et là, pareil, il y a une infinité de sujets parce que si je demande, par exemple, on a un chatbot d'IA générative avec le MED, si je lui demande je sais pas quelles sont les piscines, combien y a-t-il de piscines à Cancun, il va me dire, il peut me dire 5 piscines, il y a 5 piscines et elles sont très belles, il peut me décrire chacune des piscines, et au final, si la ground truth c'est une description de chacune des piscines, c'est bien, mais... Qu'est-ce qu'on cherche à capturer? Est-ce que c'est le nombre de piscines? Est-ce que c'est le nombre de piscines par type de piscine? À quel point on va aller dans le détail. Donc en fait, t'es obligé d'aller dans la finesse, d'essayer de splitter la question en différents faits, de voir quel fait est indispensable, lequel ne l'est pas. Donc en fait, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Pareil, de façon très intéressante, on a constaté, et ça c'est aussi un peu dans le côté autofinancé, on est très concret dans les clients, donc on développe pas un produit hors sol, et du coup on voit des cas concrets, et on voit que par exemple dans l'évaluation, si on demande au métier par exemple d'écrire la réponse attendue, parfois on va avoir un problème là où la réponse attendue par le métier est pas cohérente avec les sources. Donc en fait il y a tout un travail justement d'aller en plus de donner une réponse, d'être capable de justifier cette réponse, d'être capable de dire dans quelle source il a trouvé cette réponse, et après le rôle du métier en collaboration avec nous, ça va être de voir est-ce qu'il a bien compris la source. Nous, notre rôle s'arrête à bien comprendre la source finalement et répondre cohéremment, de façon cohérente après avec la source. Et ça permet au métier de voir déjà s'il a bien compris la source, et si la source est fausse ou si la réponse métier est fausse, d'aller corriger quelque part pour donner la vraie réponse. Mais en fait, on voit rapidement qu'il y a un nombre énorme de sujets qui autour de ce sujet du chatbot, en plus d'avoir de la qualité, comme tu dis, de l'évaluation, là où tu as une infinité de problèmes qui émergent, que tu dois essayer de régler tant bien que mal. Intéressant. Et sur ces questions de citation, de sources, sur des données clients, est-ce que du coup, un des challenges, je ne sais pas si ça en est un, mais de déployer votre solution, vous êtes aussi tributaire, j'imagine, des données clients, à quel point ces données sont riches en métadonnées, contextualisées, etc. Ou est-ce qu'en fait, la solution s'adapte à partir du moment où on traite du texte et que l'information est présente dans du texte, ou est-ce que, en fait, selon les sources de données, vous avez des logiques de parsing, je sais pas, de documents, de bases de données plus structurées, et que c'est un mix de tout ça qui rentre en ligne de compte? Je prends l'exemple de la piscine. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. En général, la bonne approche, souvent, enfin, il y a des prospects, ils disent est-ce que je peux uploader un PDF, etc. Souvent, ce qu'on voit très concrètement, ce que les clients veulent utiliser, et c'est vraiment pour un aspect pratique, c'est qu'on se connecte directement à leur source, quelle qu'elle soit entre guillemets. Donc parfois, ça peut être des API qui alimentent leur site internet. API qui alimentent leur site internet, ça peut paraître données structurées, mais c'est données structurées pour un usage spécifique et pas forcément pour un autre. Une logique pour un site internet, par exemple, je sais qu'avec Clubmed, ils séparent en différentes régions leur resort, donc ça peut être Europe et Méditerranée, Alpes,
etc., qui a complètement sens pour le site, hein. Donc il y a pas de souci, mais c'est vrai que pour le bot ça a moins de sens parce que un resort des Alpes se trouve pas dans l'Europe et Méditerranée. Donc après c'est vrai que tu dois te retrouver à gérer ce genre de sujet, ou alors ça peut être plein de documents libres. Et finalement la solution s'adapte, mais il y a un vrai travail de setup de notre côté pour trouver la meilleure façon d'ingérer les sources, de les traiter. En fait, tout le sujet d'un chatbot ou voicebot, callbot en IA générative, ça va être comment faire en sorte déjà de donner confiance dans les réponses, donc ça va avec l'évaluation, mais de faire en sorte que le bot comprenne bien les sources. Ouais. Et il y a plein de choses qui nous paraissent évidentes à nous en tant qu'humains, finalement, qui le sont pas du tout pour un bot. J'ai l'exemple, par exemple, de si tu as une fiche d'un resort et qu'il y a une section facilities, j'ai pas le mot en français, mais aménagement, je pense que ce sera la bonne traduction, et que tu as une liste de piscines, je sais pas, de 4 piscines décrites, piscine A, piscine B, on va aller à 3, ça va être plus simple, piscine A, piscine B, piscine C, et qu'après il y a un restaurant qui décrit ce restaurant est au bord de la piscine, dans une autre section restaurant. Bon, nous, humainement, on se dit, bon, il y a 3 piscines. Dans les aménagements, il y a 3 piscines. Mais ce qui peut arriver, c'est que le LLM se dise, bon, il y a piscine A, piscine B, piscine C, et celle qui est au bord du restaurant. Donc, il peut répondre 4. Donc, en fait, tout le sujet, ça va être de faire un travail en amont dans l'ingestion des sources, au moment du retrieval. En général, on parle de RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est un mot très mystérieux pour plein de gens, mais en fait c'est assez simple, hein. Imaginez vous allez sur ChatGPT, vous mettez un document dans le chat et vous posez une question sur le document. Finalement c'est simplement ça, mais plus complexe parce que tu as beaucoup plus de documents et tu as des critères de compréhension des documents, comme je disais, et de différents formats de documents. Et donc en fait il y a l'étape d'ingestion, l'étape au moment de retrouver le document, d'être capable de retrouver les bons documents, et au moment de l'augmented generation, c'est-à-dire au moment là où il y a le document qui doit répondre, le retrouver par rapport à une demande particulière. Exactement, à toutes ces étapes il faut qu'on fasse en sorte et qu'on utilise notre expertise pour faire en sorte que le modèle comprenne correctement les sources. Complètement. Et du coup, sur l'aspect évaluation, est-ce que aujourd'hui vous avez un moyen de pouvoir capturer, tu l'as dit un petit peu, à travers la rapidité avec laquelle le modèle ou en tout cas votre solution converge et est bien adaptée. Est-ce que vous avez des moyens pour tweaker, je sais pas, par client ou au global sur votre socle, la qualité de ce qui est produit, et si oui, comment ça fonctionne un petit peu toute cette mécanique d'évaluation, de monitoring, éventuellement de retraining ou d'adaptation. En général, le sujet, c'est de se dire comment on fait pour lancer un bot et qu'il réponde correctement. Donc, souvent, la première étape, c'est d'essayer d'anticiper les questions que vont poser les clients. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant, une solution comme la nôtre, c'est que parfois, on va prendre un historique de conversation WhatsApp, un historique d'appel, et on va vouloir sortir des questions-réponses qui ont été posées par les clients et se concentrer dans le développement du bot sur ces questions-là. On essaye d'éviter des développements trop longs de bots aussi, c'est important parce que dans les bots GenAI, on peut se retrouver sur des mois, donc on essaie vraiment de cadrer, de définir un scope. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire en sorte que le bot ne réponde qu'aux questions de son scope. Donc on se donne confiance sur un scope et le bot ne répond qu'à ces questions-là. Alors je sais que c'est pas une réponse directe à ta question, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tu bornes le problème. En fait, il faut borner le problème, et en fait le tout, c'est dans l'évaluation, c'est d'augmenter petit à petit le scope en voyant que les questions qui ont été posées auxquelles le bot n'a pas répondu parce qu'il a dit je peux pas y répondre par exemple, et petit à petit l'augmenter, se donner une confiance suffisante sur ce scope-là. Donc c'est à la fois pas similaire des bots classiques parce qu'il y a une réponse qui peut être dans un bot classique, le bot répond à côté, ça se voit directement. Il a répondu, t'as posé question A, il répond à question B. Bon, peut-être il y a des cas où on peut confondre, mais globalement ça se voit. Donc c'est assez similaire d'un côté, et de l'autre il y a toujours le risque d'avoir l'impression qu'il répond à la bonne question. Donc en fait le tout c'est de choisir un scope, de l'augmenter, de rajouter des exemples, des questions posées par l'utilisateur, et se faire une confiance sur ce scope-là, de vérifier que le bot sort pas du cadre de ce à quoi il doit répondre, et que dans ce à quoi il doit répondre, il répond correctement à 90-95% avec des hallucinations à moins de 1 ou 2% d'hallucinations. Top. Là, on a parlé en fait de pas mal de fonctionnalités sur les retours clients, l'analyse sémantique, toute la partie bot. Est-ce qu'il y a d'autres features qui sont assez clés que tu voudrais évoquer et qui mettent en avant en fait l'usage de ces techniques? Oui, tout à fait. Donc peut-être pour un petit rappel pour ceux qui nous connaissent pas, on divise notre solution en 3 grosses catégories de produits. Il y a Allo Review, produit d'origine, récolte des avis vocaux par web application ou par téléphone. Il y a Allo Intelligence. Donc ça, c'est toute la partie analyse. On en a parlé d'une partie, mais il y a aussi, je vais rentrer un peu plus dans le détail, de la partie quality monitoring, qui est un vrai sujet et une vraie nouveauté pour les entreprises, pour nos clients. Et la partie live assist, qui là aussi est assez révolutionnaire pour nos clients.
Et il y a la partie HelloBot, qui est tout ce qui est chatbot et callbot. Sur la partie Hello Intelligence, la partie qu'on a un peu moins évoquée, mais qui est assez intéressante, c'est la partie quality monitoring. Donc traditionnellement, quand tu as un centre d'appel, que ce soit au sein d'une entreprise ou chez les outsourceurs, t'as des agents qui téléphonent toute la journée à des clients, et t'as des superviseurs qui vont aller vérifier que les agents respectent des critères à la fois de qualité et même parfois des critères réglementaires. Parce qu'il y a des lois quand tu veux une assurance ou de ce que tu as le droit de demander ou de faire quand tu fais de la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils écoutent un échantillon des appels qui sont faits. Ils écoutent un échantillon, et parfois c'est leur métier au quotidien d'écouter des appels, et souvent ils ont des grilles standardisées d'évaluation, et manuellement ils évaluent maîtriser, pas maîtriser l'accueil par exemple, parce que l'agent aime bien dire Adrien de Shallow Brain, bonjour, que puis-je faire pour vous aider? Est-ce qu'il l'a bien prononcé, bien dit? Est-ce qu'il a donné son prénom, pas donné son prénom? Et donc pour chacun des critères il y a une note qui est faite, et traditionnellement c'est des superviseurs qui écoutent l'appel et qui évaluent à la main. C'est très chronophage et pas très passionnant finalement pour les superviseurs, et ça leur mange du temps, parce que le superviseur seulement il écoute les appels, mais après il va aussi essayer de coacher l'agent pour essayer de voir ce qui peut, les axes d'amélioration. Et nous, ce qu'on propose, c'est on utilise notre technologie pour faire cette évaluation automatiquement. Donc on utilise notre technologie de speech to text qui est un speech to text qui est boosté, donc vraiment au-dessus du state of the art. Donc on prend des modèles qui sont déjà très performants, qu'on booste par des LLM entre autres, ce qui permet un peu de contextualiser. Et ensuite on utilise des LLM entraînés spécialement pour le quality monitoring, qui permettent de faire cette évaluation avec les conseillers, enfin pour les superviseurs, pardon, des conseillers, pour les aider justement à passer un temps plus qualifié, soit sur les évaluations qu'aura du mal à faire le modèle parfois, parce que le modèle parfois ne peut pas faire l'évaluation parce qu'il lui manque du contexte. Donc il y a une qualification aussi de l'incertitude, ou exactement. En tout cas c'est très important pour nous, parce que pour que ce soit utile, il faut que si le modèle ne sait pas, et d'ailleurs c'est pareil pour les chatbots et callbots, si le modèle ne sait pas, il faut que le modèle le dise en quelque sorte. Et ça paraît pas évident, mais souvent le modèle est capable de dire quand il a des doutes. C'est assez intéressant. Et du coup, on a cette solution qui permet aux entreprises d'évaluer beaucoup plus d'appels. Parfois, c'est injuste en fait pour les agents, parce que il y a un superviseur qui évalue, il écoute un appel d'un agent, il dit ça s'est mal passé, l'agent il dit bah écoute, t'es tombé sur le mauvais appel, et c'est vrai parfois, hein, ça fait sens. Donc là, ça donne quelque chose de beaucoup plus représentatif, et ça permet aux superviseurs de passer beaucoup plus de temps à coacher l'agent ou à faire des choses à plus grande valeur ajoutée, ou par exemple, maintenant, son travail, ça va être aussi de calibrer le modèle aussi, parce que il y a la subjectivité. Il faut que c'est pas au modèle de décider de la subjectivité. C'est ce que je disais. Nous, on ne sait pas vraiment ce que fait le métier, ce que fait le modèle. Le modèle, il veut pas décider de la sévérité de l'évaluation. Donc donc l'agent, ou en tout cas le superviseur, a la possibilité en fait de revoir la note au vu de l'input en fait qu'a généré le modèle, de dire oui, ben déjà c'est effectivement un bon résumé de l'appel qui a été fait. En revanche, la note, je l'aurais plutôt vue plus haute ou plus basse. Exactement. Et le modèle s'adapte après par la suite pour essayer d'être calibré. Et d'ailleurs, souvent au sein des entreprises, on voit que ça fait un travail d'objectivation des critères, parce que c'est pas facile. Un même superviseur d'un jour à l'autre, il peut noter différemment. Deux superviseurs différents peuvent avoir deux façons d'approcher le problème. Et là, ça fait un travail en plus de standardiser, donc c'est encore plus juste pour les agents aussi. Donc il y a ce sujet qui est hyper intéressant, et un autre sujet qui est assez qui a un effet assez waouh auprès de nos prospects, de nos clients, c'est ce qu'on appelle le Live Agent Assist. Et là, c'est un outil qui permet, quand un agent est au téléphone, la conversation est retranscrite en direct, et on utilise toutes nos capacités d'analyse et de bot pour aller sortir des conseils à l'agent. Voilà, le client a demandé telle information sur tel resort, par exemple. Voilà les informations que tu peux lui sortir au téléphone. Donc c'est. D'accord. Et là-dessus, c'est basé sur quelles informations? C'est en fonction du sujet de l'appel qu'en fait on va aller chercher des données pertinentes et remonter des informations qui pourraient être intéressantes dans le cadre du call. Comment ça? Exactement. Il y a deux briques plus ou moins complexes. Il y a une brique, on va dire, assez simple à configurer de notre côté, qui est et même qui est à la main du client. C'est une partie qui est plutôt des conseils simples de base. Je sais pas si pas ça, dis ça. Voilà, c'est des choses assez basiques. Et il y a l'autre partie qui requiert. Donc pareil, c'est un peu l'intérêt, parce que j'ai parlé qu'on a 3 solutions. On peut se dire t'as dit autofinancé, 3 solutions, mais ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils font?
client. Alors finalement, ça nous permet à la fois de mutualiser la technologie, parce que souvent les technologies de produit A sont similaires aux produits B, mais c'est assez important pour nos clients parce que les technologies sont assez liées. Et justement, dans ce Live Assist, c'est important aussi de configurer un HelloBot parce que c'est le HelloBot qui va aller alimenter la réponse que tu as dans le Live Assist. Finalement, un client va poser une question en direct pendant l'appel, ça va être passé la question va être passée dans le HelloBot qu'on aura configuré pour le client, ça va aller chercher l'info, la remonter, et ça va apparaître dans cet outil de Live Assist. Donc finalement, les solutions sont assez interconnectées. Ouais. Comme je disais, il y avait l'analyse en amont pour le bot et en continu pour savoir ce que posent les clients, et là le bot qui est lié au Live Assist, et on a le même sujet finalement pour Quality Monitoring. Et l'évaluation. Exactement. Pour Quality Monitoring, il y a le même sujet finalement. Des fois, un critère d'évaluation, ça va être est-ce que l'agent a donné une réponse cohérente par rapport à la base de connaissances. Pour ça, il faut aller chercher dans la base de connaissances. Donc finalement, c'est du bot aussi. Nice. Et du coup, ça peut les aider à mieux faire leur travail avec Exactement. Exactement. Et tu as même le bot dans le dashboard aussi, comme ce que je te disais, tu peux interagir avec notre dashboard avec un chatbot. Finalement, c'est des technologies qui sont très, très liées. Super. Un sujet qui, je pense, préoccupe beaucoup d'acteurs qui utilisent aujourd'hui l'IA générative, c'est de savoir est-ce que, c'est toujours cette éternelle stratégie de make or buy. Est-ce que je construis en interne une solution avec mes équipes, avec aujourd'hui, des skill sets qui représentent quand même des gens qualifiés, etc. Ou est-ce que j'utilise des solutions sur étagère et du coup, comment toi tu recommanderais soit à tes clients ou à des prospects qui réfléchissent sur leur cas d'usage, de réfléchir à cette chose-là, que ce soit à un niveau plutôt du LLM ou à des solutions plus packagées comme la vôtre. Comment parce qu'il y a cette idée d'utiliser soit des LLM open weight qu'on déploie sur une infra cloud ou sur on-premise, ou d'utiliser des API. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Il y a plein de sujets là-dessus, c'est hyper intéressant. Bon, après il y a le sujet API et self-hosted, donc ça c'est un premier sujet. Après il y a le sujet plus global make or buy, peu importe que ce soit une API ou self-hosted. Sur le sujet make or buy, il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants là-dessus. Je pense qu'il y a un côté les gens, à la sortie de ChatGPT, ils ont eu ChatGPT, ils ont probablement posé des questions, je sais pas, les patrons des grosses entreprises sur leurs entreprises, ils ont vu que, je sais pas, 70% ou 80%, peu importe, un chiffre assez correct, ça répondait correctement à leurs informations, c'était pas toujours à jour, c'était pas toujours correct, mais qu'il y avait quelque chose, et qu'on pouvait dialoguer de façon humaine avec le modèle. Donc c'est devenu un peu la base des décideurs. La base c'est ça, c'est ChatGPT fait comme ça, je prends une entreprise privée, il va me faire mon ChatGPT à moi et ça va fonctionner pareil. Finalement, c'est presque un piège parce que finalement, un chatbot d'entreprise fonctionne pas comme ChatGPT. ChatGPT, tu vas discuter avec lui et ça va être à partir de tes données d'entraînement, de ce qu'il aura vu sur Internet, que tu espères, complètement en black box, en boîte noire, t'as aucune idée de ce qu'il aura retenu, comment et pourquoi. Tu espères qu'il va répondre correctement. Il y a un exemple qui est assez marrant pour voir qu'on a du mal à comprendre ce que le modèle retient ou pas, que c'est pas comme un humain qui en donne une information. Le modèle, si tu lui demandes qui est la mère de Tom Cruise, il répond très correctement. Et à l'inverse, si tu donnes le nom de la mère de Tom Cruise, tu recommences une conversation et tu lui dis comment s'appelle le fils de la mère de Tom Cruise, il répond n'importe quoi. Parce que il a pas une compréhension humaine. Logique. C'est ce qui est vicieux d'ailleurs avec les modèles aussi. C'est que comme il parle comme un humain, on finit par croire que c'est un humain presque dans sa façon de fonctionner, mais pas du tout dans sa façon de retenir. Donc c'est pour ça que finalement, c'est un système complètement différent qu'utilisent les entreprises, notamment pour les chatbots, c'est ce qu'on appelle le RAG, ce dont on a parlé. Et du coup, le point, c'est dans cette stratégie de make or buy, il y a souvent un peu un effet démo où ça peut être facile d'avoir quelque chose qui fonctionne à 80%, 70%, 75%, mais avoir un produit final quand c'est évalué. Ouais, en plus quand c'est évalué, souvent il y a des démos qui sont faites et en fait il y a même pas d'évaluation. Ouais, c'est ça. Donc des fois sur des sujets, et c'est là où c'est intéressant, que ça va vraiment dépendre des sujets. Sur des sujets chatbot ou peut-être analyse sémantique, ils vont faire des tests en interne, ils vont voir que ça a l'air de bien marcher, ils vont se dire on va tout faire en interne, on verra si on n'arrive pas, on contactera des boîtes comme la vôtre. Et finalement, comme je l'ai décrit, que ce soit finalement sur analyse sémantique, là où ça paraît simple, et finalement on a tout un tas de briques pour trouver des sujets élémentaires, qu'en plus il y a une solution packagée qui va avec, tout travail qui va avec la solution, ou que ce soit pour les chatbots, là où tu vois que hors plateforme, solution qui est déjà un travail en soi, de construire un produit qui est compliqué en interne, tu rajoutes tous les sujets d'évaluation, là où tu vois tout ce que j'ai décrit en plus en termes de complexité, c'est une arborescence de complexité finalement, tout ce qui est apprendre au chatbot et après la technologie qui évolue tous les jours, les nouveaux modèles, des modèles qui sont dépréciés, voilà, c'est un vrai travail à plein temps. Et finalement, quand tu vois le prix que ça coûterait de développer de zéro, les équipes qu'il faudrait recruter, les profils,
Il y a probablement des cas où ça vaut le coup pour une entreprise de le faire en interne, mais souvent j'ai l'impression que c'est refaire la roue. Alors après, il y a les sujets stratégiques. Bon, après, des fois, j'ai l'impression que c'est pour l'image, parce que comme il y a une attente autour des LLM, et les entreprises, elles disent, on veut capitaliser, avoir une technologie d'LLM. Je sais pas si sur tout ce qui est solution standard, ça vaut souvent le coup. J'ai l'impression que souvent c'est un peu trop complexe, trop coûteux et parfois ça arrive même à faire c'est presque un frein pour nous parce que ce soit avec des solutions moins matures que la nôtre ou en interne, les entreprises essayent, ils y arrivent pas et disent ça marche pas. Donc c'est même un peu dommage et même déceptif. Alors par contre là où je pense qu'il y a un vrai cas d'usage en interne et là où ça vaut le coup d'avoir des technologies internes pour autour des LLM ou des équipes spécialisées comme les entreprises ont des développeurs parfois ou des data scientists, ça va être pour les sujets qui sont très spécifiques à l'entreprise, là où il n'y a pas forcément besoin c'est pas forcément une grosse machine. En tout cas si ça devient une grosse machine, c'est qu'on a trouvé le ROI et que c'est très spécifique à l'entreprise et que ça coûte cher, ça vaut le coup. Là, il y a clairement un besoin. Je pense que je serais chef d'une entreprise, bon, pas la mienne, mais spécialisée dans l'IA. C'est là où je mettrais de l'investissement dans les équipes. J'essaierai pas de refaire la roue parce que même si ça marche, ça finit par marcher, ça coûte cher. Il y aura une autre solution, une autre boîte qui sera moins chère, qui proposera de le faire et sera moins cher à maintenir. Qu'est-ce que le problème? Les données sont cœur business pour moi. Est-ce que ça constitue un avantage stratégique, en fait, de builder une solution en interne parce que en fait, je pourrais y mettre mon knowledge, ma connaissance qui est propre à mon métier, à mon expertise? Après, au final, nous, on capitalise pas tellement leur knowledge. Nous, on a une solution qui prend des knowledge et on l'entraîne pas sur leur knowledge. L'entraînement qu'on fait, ça va être plutôt sur faut vraiment voir le LLM comme un manipulateur de texte. Donc vraiment, il peut prendre un texte libre et sortir un texte libre, ou prendre un texte libre, sortir une donnée structurée, ou prendre une donnée structurée et sortir un texte libre. Je résume, mais c'est ça. Et il fait des manipulations très puissantes dessus parce qu'il a une connaissance du monde. Et c'est vraiment cette connaissance du monde qu'on capitalise sur le LLM, ou en tout cas cette manipulation de données. Donc ça va être je vais prendre un exemple simple parce que là c'est pas forcément très concret. Mais un exemple simple, c'est même s'ils le font très bien sans entraînement, ça pourrait être de dire à LLM, voilà, je veux un LLM qui prend telle donnée et qui la résume, prend telle donnée et qui la structure. Et donc l'entraînement, ça va pas être tant de connaître cette donnée, mais ça va être un entraînement pour prendre cette donnée, la structurer de telle façon. Faire le mapping entre l'input et l'output. Donc au final, peut-être il y a quelque chose à capitaliser sur la structuration des données, mais je suis même pas sûr. J'ai pas l'impression qu'il y ait, peut-être je me trompe, mais comme nous on capitalise pas sur leurs données, donc on capitalise vraiment sur l'outil. Il n'y a pas vraiment sujet de capitaliser sur leurs données. Après, s'ils veulent faire des outils internes pour remonter des informations, des choses comme ça, il y a peut-être un intérêt, mais ou d'être intégré dans des applications cibles, etc. C'est ça. Je comprends un peu la problématique, mais en pratique, nous, dans ce qu'on voit, je la sens moins. C'est pas la différence. Ok. Du coup, je rebondis sur ce qu'on s'est dit là, effectivement, sur la stratégie make or buy, d'avoir une solution qui soit à minima aussi performante que ChatGPT, mais il y a aussi cette idée de dire, selon les use cases, est-ce que c'est pas pertinent d'utiliser des modèles qui soient pas disponibles via API, mais on récupère les poids et puis on peut avoir la main en tout cas sur la solution de bout en bout via des modèles open weight. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Quelle est en gros les bonnes questions à se poser vis-à-vis de ce problème? Alors c'est un vrai sujet que nos prospects et clients nous remontent très très souvent. Donc de base, je pense que comme tout le monde, on aimerait que tout soit hébergé dans son serveur on-premise, que le LLM soit hébergé on-premise dans l'idéal ou sur notre infrastructure cloud, etc., etc. Mais finalement, ce qu'on observe, la tendance en tout cas, ça peut changer, c'est la tendance qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir de vraies spécialisations un peu dans le secteur. Donc il va y avoir l'entreprise qui va créer les modèles, et souvent, et là c'est un vrai sujet aussi qui peut être hyper vaste et intéressant, elle va essayer de se rémunérer avec les API. Alors c'est pas exactement ça parce qu'on voit que ChatGPT, qu'OpenAI en tout cas, ils gagnent. J'avais vu leur report de revenus, ils gagnent énormément de revenus avec l'application ChatGPT, mais j'ai pas l'impression que c'est là leur vraie valeur ajoutée, leur vraie force, c'est l'IP, la technologie. Ils sont capables de développer des gros modèles et de les vendre par API. Pourquoi il y a une spécialisation? Parce que entraîner un modèle, je pense qu'on l'a tous vu, ça coûte des milliards, ça demande une expertise incroyable et en général, ce qu'ils construisent, c'est pas un modèle qui va répondre à un problème spécifique, c'est un modèle très généraliste qui est bon dans tout. Ça concerne très peu d'acteurs dans le monde. Qui est bon dans tout. Donc ça, c'est OpenAI, Anthropic, Mistral, Google, et je veux vexer personne, mais je pense avoir fait les gros qui reviennent. Il y en a peut-être d'autres boîtes, mais elles sont un peu moins marquantes. Il y a Facebook, Microsoft aussi. Meta avec Microsoft et Meta avec les modèles Llama, mais eux qui sont surtout open source. Il y a le développement du modèle qui est très cher, et aussi finalement
il y a un vrai sujet de latence sur les LLM, parce que c'est pas comme les modèles d'avant. En fait, finalement, on n'avait pas de recul. On a l'impression que parfois les modèles étaient gros. Il y avait des modèles de 700 millions de paramètres. On se disait mais comment je vais l'héberger, faire l'inférence, etc. rapidement et tout ça. Mais là, on est sur des modèles c'est pas partagé, mais on peut estimer, je sais pas, les plus petits doivent être autour de 7 milliards de paramètres. C'est pas les plus performants. Ça doit être il doit y avoir des modèles de 30 milliards, des modèles de 100 milliards, et on sait même pas. Jusqu'où ça monte, jusqu'à ça 400 peut monter pour, c'est vrai que en méta, ça monte déjà en open source, ça monte jusqu'à 400. Donc j'ose même pas imaginer potentiellement des modèles fermés jusqu'où ils montent. Ils communiquent pas dessus pour des raisons d'IP évidemment, mais j'ose même pas imaginer jusqu'où ça va. Et il y a un vrai sujet de vitesse d'inférence. Donc tu peux partir de modèles. Si tu pars de modèles plus petits, déjà de base, tu vas avoir un problème, c'est que tu vas devoir plus le fine-tuner sur ta tâche spécifique, et les modèles plus gros sont déjà plus généralistes et meilleurs, et t'as moins de fine-tuning à faire, voire sur certaines tâches, t'as pas de fine-tuning à faire, c'est plus ce qu'on appelle du prompt engineering. Pour préciser, le prompt engineering, c'est pas juste écrire, tu vas faire ça comme ça, il faut choisir bien les différentes étapes. Je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet aussi. Et cette vitesse d'inférence, en fait, ça coûte cher, parce que c'est des GPU qui coûtent cher. Et les entreprises comme alors au final c'est Microsoft finalement qui fait l'hébergement entreprise de OpenAI, il y a Google qui fait et Amazon avec Bedrock qui font l'hébergement entreprise d'autres modèles, mais ils mutualisent les coûts parce qu'ils ont des milliers, des millions d'appels. Et c'est probablement des GPU à des centaines d'euros de l'heure et plein de GPU. Du coup, c'est des coûts très élevés. C'est probablement assez peu rentable d'ailleurs. Ouais. Et du coup, exactement. Et au final, les coûts, nous, les utilisateurs de ces API payent par token. Donc c'est vraiment payé à l'usage. Donc j'utilise rien, je paye rien. J'utilise un peu, je paye un peu. J'utilise beaucoup, je paye beaucoup. Donc les coûts sont faciles à prédire, c'est facile à gérer. Il n'y a pas d'infrastructure à gérer. Alors que si on devait héberger les modèles, donc après il y a la deuxième catégorie, donc je dis la première catégorie c'est ceux qui gèrent le modèle, deuxième catégorie, il y en a peut-être une troisième, c'est il y a les solutions, peut-être on peut les rassembler, il y a les solutions SaaS qui construisent des services autour qui utilisent des LLM. C'est pas que des LLM d'ailleurs, souvent on dit c'est des wrappers d'LLM, mais souvent c'est beaucoup plus compliqué, comme j'ai pu essayer de le montrer un petit peu ici. Et aussi les boîtes aussi qui aident les entreprises à intégrer des solutions LLM au sein de ce qu'ils font pour des sujets. Soit ils aident à intégrer des chatbots, soit ils intègrent des solutions custom pour leurs problèmes spécifiques. Et ces entreprises-là, elles vont prendre des modèles existants et potentiellement les fine-tuner, construire des systèmes avec ces modèles. Et il se pose la question de les self-hosting. Donc, comme je disais, il y a une question de mutualisation des coûts, et après, ça demande une vraie expertise. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un modèle spécialement entraîné pour une entreprise, si ça se trouve, je vais payer, je sais pas, 10 euros de l'heure pour, ça se trouve, un bout seulement de la résolution du problème que je veux faire. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait déjà un certain coût. Et j'aurai pas forcément des bonnes performances. Faudra que je vérifie que mon GPU il tombe pas. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Il y a des systèmes pour avoir plusieurs modèles fine-tunés sur la même machine, mais en fait c'est une complexité en plus, et je trouve que c'est finalement assez analogique à la tendance du cloud computing, finalement des cloud providers. Là on voit une séparation entre les entreprises qui font du logiciel et qui s'occupent pas trop de l'infrastructure, ou en tout cas assez simplement, et les entreprises cloud qui gèrent l'infrastructure. Donc je vois un peu la même tendance. Je pense qu'il y a un intérêt économique à cette division du marché, parce que c'est pas les mêmes métiers, c'est plus compliqué de faire deux métiers à la fois, ça coûte plus cher, du coup la solution sera plus chère. Donc c'est un peu les critères qui rentrent en compte. Donc on a des gros cloud providers qui proposent des API qui sont très rapides. Les LLM, c'est des tokens par seconde. Donc en fait le LLM il ressort mot par mot. C'est pas on l'appelle et au bout de 2 secondes on a la réponse. Ça peut être parfois au bout de 30 secondes, au bout d'une minute. Et si c'est auto-hébergé, on a des choses plus lentes, moins efficaces. Donc c'est un peu ce genre de critères qui rentrent en compte. Finalement c'est souvent moins cher, beaucoup plus efficace. C'est hébergé sur des cloud providers de confiance, Microsoft. Enfin, on a tous nos emails sur Microsoft, nos messages d'entreprise sur Microsoft, ou même avec Salesforce sur Slack. Donc, effectivement, c'est des sujets qui rentrent en compte, mais il y a quand même des avantages énormes. Et nous, on propose quand même de self-hosted des modèles. Parfois, il y a des clients, comme avec l'État français, on travaille avec la direction interministérielle de la transformation publique sur des réponses automatiques aux expériences usagées. Là, on self-host des modèles. Pour des raisons de privacy de la donnée. Privacy, aussi pour des raisons de souveraineté, c'est ça, de se dire que c'est des modèles français, Mistral, qui sont hébergés et utilisés, donc ça fait sens. Donc en général, on essaie de proposer des solutions à nos clients qui correspondent le mieux à leurs besoins, qui vont héberger des modèles. Okay.
on évite tant que possible parce que c'est pas pratique, ça nous permet pas d'avoir les meilleures performances, la meilleure vitesse, la meilleure mise à jour des modèles, jusqu'à une anonymisation en amont sur nos serveurs ou sur leurs serveurs qui passe après par un LLM. Là, on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait passer par le LLM ou pas, jusqu'à les API classiques, bien sûr sur des cloud providers de confiance. Ok. Et donc, toi, tu vois plutôt en fait ces providers de gros modèles en fait. Développer cette commodité finalement, et comme tu dis, on se pose pas trop la question de comment ça fonctionne, et du coup quelle est la place au-delà peut-être des use cases sur des problématiques de sécurité et de privacy de la donnée sur des modèles open weight. Est-ce qu'ils vont catch up ces acteurs-là, et s'ils les catch up pas, est-ce qu'en fait il n'y a pas une direction qui serait plutôt d'avoir des modèles plus petits mais adaptables et du coup déployés sur des devices moins gourmands et donc moins chers à run, etc. Est-ce que tu vois il y a un vrai sujet, ouais, c'est vrai que le sujet des modèles plus petits, en fait d'un côté il y a un sujet et de l'autre les gros cloud providers ont tellement cassé les prix des modèles qui sont probablement gros que d'un point de vue business, en tout cas je mets seulement d'un point de vue business, on peut se dire qu'on se pose pas trop la question la taille du modèle. Je m'arrive à me poser la question, je vois des modèles open source petits, j'adore suivre, ça me passionne les nouveaux modèles, je me dis ah super, il y a ce nouveau modèle qui est sorti petit, et je me dis mais finalement à quoi ça va me servir, j'ai ce modèle qui est peut-être beaucoup plus gros, qui héberge chez un cloud provider, j'ai la réponse très rapide, donc ça va me servir sur par exemple de l'anonymisation, de la restructuration, des choses simples, là où je vais avoir des sujets justement avec mes clients de privacy, là où je vais pouvoir peut-être un peu plus avancer, être un peu plus aller un peu plus dans le sens de la privacy ou de ces contraintes, disons, ou de ces problématiques. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a moins ce côté-là. Après, il y a évidemment le côté écologique à prendre en compte, là où je pense qu'il y aura potentiellement un vrai sujet à se poser. Peut-être on le paye pas cher, mais derrière écologiquement, il y aura forcément des impacts. Mais peut-être sur l'open weight, je sais pas quelle forme ça va prendre. La segmentation des acteurs, elle fait énormément sens, mais potentiellement, ce qui serait intéressant et qui serait bien, c'est même dommage que ce soit pas encore le cas, c'est qu'il y ait un cloud provider français qui prenne des modèles open source hébergés en France sur, je sais pas, un Scaleway, je sais pas, une entreprise française, parce que je sais qu'il y a les histoires de Cloud Act qui font débat. C'est pas parce qu'une entreprise américaine sur des serveurs en France que dans certaines conditions, on sait pas si les États-Unis pourraient demander l'accès aux données. Donc je sais qu'il y a ces sujets-là. Donc potentiellement, si on voulait vraiment la souveraineté, un acteur purement français, une entreprise française avec des serveurs en France, qui pourrait héberger ces modèles open source qui sont aussi très très performants finalement. En fait, la limite qui va être, c'est soit on se dit on gère nous l'hébergement et on n'a pas la force de frappe parce qu'on n'a pas l'économie d'échelle d'autres entreprises pour les héberger très rapidement, des modèles de 72 milliards de paramètres qui sont largement assez performants pour plein de tâches. Mais nous, on peut pas les héberger à une vitesse suffisante, impossible, ou pas, ou c'est très compliqué. Payer très cher. Très compliqué. Ou alors, il faudrait qu'on change notre business model pour dire on n'utilise que ce modèle-là. Mais nous, c'est pas notre intérêt. Nous, on veut livrer la meilleure solution pour nos clients et suivre les avancées. Donc, en fait, l'idéal, ce serait ça. Moi, je connais une entreprise américaine qui héberge des modèles open source comme ça, qui s'appelle Together AI, où il y a même Fireworks AI qui le fait aussi. C'est des providers américains qui hébergent plein de modèles open source à vitesse très impressionnante et très optimisée et à des coûts très intéressants. Donc sur ce sujet, ce qui serait très intéressant, c'est de voir émerger un cloud provider français qui fait la même chose que Fireworks AI ou Together AI. Okay. Et là, je pense qu'on se rapprocherait un peu du coup de cette histoire de souveraineté tout en gardant l'optimisation, parce que c'est dommage, ça ralentirait la progression ou la capacité de ce qu'on peut faire, de se bloquer à cause de ça. Donc la solution, ça me paraît être un acteur nouveau. S'il y a des gens qui veulent lancer quelque chose, voilà, je pense qu'il y a un business là-dessus. Projet, exactement. On arrive sur la fin là de l'interview. C'était hyper intéressant. Je rebondis quand même là-dessus parce que c'est un sujet, je pense, qui est important, et on voit que pas mal de gens se posent la question sur effectivement la taille même des modèles open weight qui permettent des fenêtres de contexte de plus en plus grandes. Est-ce que pour toi ce paradigme de RAG avec le retriever et la partie générative est en risque par rapport à un scénario où on mettrait tout finalement dans le contexte du modèle, ou est-ce qu'en fait finalement ces deux problèmes, c'est bien de pouvoir avoir une taille de contexte plus grande, mais qu'en réalité ça résout pas tous les soucis? C'est hyper intéressant comme sujet. J'ai pas de conviction très claire là-dessus. Je vois un peu les deux tendances. Je vois un peu même il y a un peu des débats. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est peut-être la façon dont je me suis abonné aux gens, que c'est sur X, /Twitter, que les choses se passent. Donc, je vois qu'il y a des débats, des gens qui disent que le RAG, ça s'arrêtera jamais. D'autres qui disent que le RAG, ça va bientôt être fini parce que les modèles ont des contextes infinis.
j'ai cru comprendre qu'il y avait des gestions du contexte qui étaient optimisées, là où ils pouvaient garder en cache le contexte. D'ailleurs, on commence à le voir apparaître sur certains modèles, mais à des échelles beaucoup plus grandes, ce serait possible. C'est vrai qu'en théorie, le côté augmented generation, de toute façon, c'est le concept. Peu importe la quantité de documents qu'on met, ce sera toujours de l'augmented generation. C'est possible qu'à long terme, la partie retrieval soit plus aussi clé, parce que c'est vrai qu'en théorie, ça compense un peu. C'est un modèle qui va aller chercher ce sur quoi le modèle est censé mettre son attention, parce qu'en fait, c'est des modèles d'attention, donc ils vont regarder dans le contexte. Donc c'est vrai que on a tendance à dire que probablement, on se projette dans très longtemps, ou dans pas forcément très longtemps, mais il peut y avoir un nouveau modèle qui gère tellement bien son attention avec des systèmes beaucoup plus avancés qu'en théorie il est capable de regarder de lui-même là où il est censé regarder. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on voit... Il y a un incentive économique aussi pour les acteurs, parce qu'en fait, la taille de contexte, c'est une façon de pricer aussi. C'est vrai, mais il y a une incentive économique pour les acteurs, mais un problème aussi pour les entreprises qui vont pas vouloir payer la taille du contexte aussi. Donc, faudrait voir s'ils arrivent à rendre le calcul pas... avant, c'était au carré, c'est-à-dire le calcul augmenté au carré avec la taille du contexte. Maintenant, c'est plutôt linéaire. Je pense pas qu'on puisse faire moins que linéaire, où il y a peut-être des méthodes, ou je sais pas, je suis pas assez expert dans l'architecture exacte de ces modèles qui deviennent très complexes, pour dire ça, mais c'est vrai que ça fait sens de se dire, bon, le modèle sera capable de gérer tout seul où est-ce qu'il va regarder, et de faire un calcul optimal pour le faire. Après, c'est vrai que de ce qu'on voit aujourd'hui, on n'y est pas encore, et même les performances du modèle diminuent avec la taille du contexte. J'avais fait un petit atelier comme ça, là où je présentais un cas, là où je prenais volontairement un modèle un peu plus vieux pour montrer un peu la caricature, mais la tendance reste la même. Là où si je donnais un menu très long, je demandais quel est le plat le plus cher, et je donnais un bout du menu, quand je donnais un bout du menu, il trouvait la bonne réponse, et quand je donnais le menu plus long, il la trouvait pas, alors que je dépassais pas la taille du contexte qu'il est censé gérer. Donc pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade-là, et puis quand bien même, je trouve pas que ce soit la partie retrieval, finalement, c'est pas forcément la brique la plus complexe, il y a plutôt une brique de structuration des données. Est-ce que c'est souhaitable aussi, parce que pour revenir à la question de latence dont tu évoquais, plus la taille du contexte est grande, plus t'attends aussi pour avoir la réponse. Donc en fait, il faudrait qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire encore pour qu'on en arrive là. Mais ça fait sens finalement. Ça fait sens qu'on arrivera un jour à cette situation-là. Trop bien. Deux petites questions qui ont rien à voir. Si tu devais recommander un livre, un film que tu as vu lors des 6 derniers mois, est-ce que tu as quelque chose à proposer qui t'a marqué? Alors, moi j'ai plutôt un livre ou peut-être deux. Alors, un livre qui rentre un peu dans un cadre professionnel, c'est First Thing First de Stephen Covey. J'avais lu un livre de lui avant, je crois qu'il est assez connu. 7 habitudes. Exactement, je l'avais lu quand j'étais jeune. Je me souviens plus exactement de ces 7 habitudes-là, mais je pense que ça m'a pas mal influencé. Et après, je cherchais un livre, voilà, j'essaie de voir, quand on est entrepreneur, tu dois le savoir, il y a plein de choses à faire. On se retrouve parfois un peu perdu dans toutes les choses, on a l'impression d'être un peu surchargé. Et je voulais trouver un livre pour m'organiser un peu professionnellement. Et ce livre, il essaie d'apporter une nouvelle approche, en quelque sorte, de l'organisation. Là où déjà, il te dit que tu peux pas séparer le travail du reste de ta vie, ce qui est assez vrai, parce qu'en général, on réalise que, voilà, on va mettre notre vie, je sais pas, personnelle de côté. Et après, on va avoir un peu moins de vie sociale, donc on va être un peu moins motivé sur le travail, ou alors on va se disputer avec X ou Y parce qu'on n'a pas été, on a été pris par le travail, et ça va impacter le travail. Et donc ça donne une approche un peu de juste, c'est pas un révolutionnaire, mais c'est un changement de point de vue, là où ça demande de pas se laisser prendre par le quotidien des tâches, ce qui arrive souvent, surtout quand on est entrepreneur, on a des clients qui demandent A, B, C, et la solution facile, ça va être de faire A, B, C, un peu comme le client a demandé. Et au final, ça pousse à se poser la question de comment je peux faire des choses les plus impactantes au quotidien et par semaine, un peu planifier les choses les plus impactantes que tu peux faire. Et ça change, c'est pas révolutionnaire dans le sens là où tu vas pas moins faire de choses, plus faire de choses, mais tu vas avoir une approche différente qui va te pousser à trouver des meilleures solutions finalement. Ok. Et je sais pas si c'est cet auteur-là, mais j'ai en tête la métaphore des gros cailloux. Mais c'est exactement ça, exactement ça. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans ce truc-là, c'est qu'il te dit les tâches les plus importantes que tu vas faire, il y a cette métaphore très connue là où il y a quelqu'un qui vient qui devant un amphithéâtre, il met des grosses pierres dans un bocal, le bocal a l'air plein. Il demande à tout le monde est-ce qu'il est plein? Oui, il est plein. Après, il rajoute des petites pierres qui vont s'entrecaler entre les grosses pierres et ainsi de suite. En fait, il est jamais plein, on met du sable, de l'eau, il est jamais plein. Et finalement, en fait, c'est un peu exactement ça appliqué à la vie quotidienne et à ce qu'on veut faire dans la vie. On détermine ce qu'on veut dans la vie, déjà c'est important, et on détermine les choses importantes qu'on veut faire pour aller là où on veut, que ce soit professionnel, personnel, etc., etc. Et ça, c'est les grosses pierres. Et après, on se débrouille finalement, on trouve le temps pour le reste. On laisse pas tomber le reste, mais on se débrouille. Donc comme on se débrouille, une tâche, je sais pas, qu'on pourrait prendre, une tâche qui est un peu opérationnelle, là où on sait pas trop comment on va la prendre, on peut dire on va passer 1 heure, 2 heures dessus, mais finalement comme on a organisé la journée autour des choses importantes, on va trouver des solutions pour faire passer, exactement, donner la juste place à ces tâches peut-être moins prioritaires. Trop bien. Et peut-être
peut-être une ou deux habitudes que tu mets en place au quotidien et que tu sens que c'est des choses qui marchent pour toi. J'ai lu ce livre récemment et c'est un peu les habitudes que j'ai mis en place avec ce livre, d'essayer de conscientiser, de pas me laisser prendre par les tâches du quotidien, de pas me laisser prendre par l'urgence et un peu de conscientiser ce que je fais, à quel point c'est important ou comment je peux le faire mieux aussi, parce que encore une fois, c'est pas laisser tomber les urgences le but, c'est de voir comment on voit les urgences. C'est un peu, ça devient investir son temps finalement. En anglais, ça marche très bien la métaphore, parce qu'en anglais on dit spend time, donc spend c'est passer ou dépenser. Et en fait, il change un peu le terme. Il dit il faudrait investir son temps, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, il faudrait que ça ait un impact positif sur le futur. Et après, finalement, le temps qui passe, ça devient récolter les investissements, parce que et que c'est un choix. Ouais, exactement. Fait, le passer le temps, on a l'impression que ça passe, on est un peu passif, alors qu'en fait, non. Ouais, là, on conscientise, on fait une action qui va avoir des bénéfices pour le futur, et quand le futur arrive, on n'est pas à subir le futur. On voit qu'on a fait une tâche, là, on a fait un effort, on a conscientisé, on a fait quelque chose qui va nous permettre, je sais pas, on va passer, je sais pas, 20% de temps de plus sur une tâche pour que la prochaine fois on n'ait pas à la faire de la même façon, qu'elle soit plus optimale. Sur le coup, si on voit notre journée comme une liste de tâches, ça paraît comme un mauvais calcul. On se dit, je vais passer trop de temps là-dessus, je vais pas finir ma semaine, ma semaine sera ratée. Si on voit notre semaine comme avoir fait la chose la plus impactante ou la plus importante dans notre durée, finalement, pas avoir fini la liste de tâches paraît moins grave que de ne pas avoir fait cette chose-là, de passer de 20% de temps pour gagner, je sais pas, 10 fois le temps qu'on a passé en plus à faire cette tâche. Ok. Est-ce qu'il y a un site, un endroit où on peut retrouver un peu l'actualité d'Allobrain, où on peut te retrouver aussi alors j'invite nos éditeurs à nous suivre sur LinkedIn. Spectateurs d'ailleurs aussi, j'imagine que ça va être en vidéo, donc à nous suivre sur LinkedIn. On a bien sûr le site allobrain.com que vous pouvez aller voir, vous pouvez nous contacter avec plaisir. Il y a un formulaire de contact. Voilà. Est-ce que vous recrutez ou est-ce que comment on a plein de il y a plein de choses à faire. On a l'impression qu'avec l'IA générative tout est réglé, etc. On voudrait un peu avancer sur des solutions beaucoup plus réactives avec de la traduction en direct. On sait que les centres d'appel, par exemple, ils sont plein de langues différentes avec qui parlent, plein de clients dans des langues différentes. Ils ont pas forcément toutes les langues de leur centre d'appel, c'est un vrai sujet. Donc potentiellement faire des appels en traduction live. Donc il y a plein de choses à faire et pour ça on a besoin de gens. Donc on recrute évidemment. Là on a fait une première phase de recrutement sur des développeurs et là on cherche des machine learning engineers, donc qui ont déjà idéalement travaillé dans les domaines dans lesquels on travaille. Et donc, ce sera un plaisir. J'espère que je les ai intéressés et qu'ils verront tout ce qu'on peut faire d'encore plus intéressant. J'en doute pas. Mais l'appel est passé. Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir. Et au plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode. Avec plaisir.